Pendant plus de 15 ans, 3 monstres ont régné sur le monde du tennis. Ils ont élevé le niveau de ce sport à un point que, quand ils sont partis, tout le monde pensait que le tennis allait connaître une période de perdition, car ça prendrait du temps de retrouver un tel niveau de domination si ça arrive un jour. Pourtant, seulement quelques années après, 2 étincelles sont arrivées sur le circuit. Et ces 2 étincelles pourraient bien reprendre le flambeau beaucoup plus vite que prévu et nous créer la plus grande rivalité de ces 10 prochaines années. La définition de cette expression. Toute sa famille est passionnée de tennis, son père était même semi-pro et son grand-père a transformé une ancienne zone de chasse en un énorme club de tennis. À 5 ans, il faisait déjà des matchs contre des enfants plus grands que lui et les balles rebondissaient trop haut, donc il avançait au filet et il volait tous les points sans laisser la balle toucher le sol. Très vite, Carlos Alcaraz Garcia est un petit phénomène. Il tape fort, il avance dans la balle et il travaille un coup signature sur lequel on va revenir. Mais il a un tempérament de feu. Il déteste perdre, il jette sa raquette, il pleure, il veut pas quitter le court. Mais 10 minutes plus tard, il se régale et il sourit sur le terrain. Soit il rit, soit il pleure. Là, il a 10 ans. Pendant qu'il est en train de jouer, Albert Molina passe par là. Ça vous dit peut-être rien, c'est un agent de joueur de tennis très influent dans le secteur. Il voit des milliers de gosses passer, littéralement c'est son métier. Mais là, il sent un truc. En Espagne, tout le monde le cherche. Celui qui viendra remplacer ce gars. Albert va prendre une décision extrêmement risquée. Il signe Carlos Alcaraz, 11 ans, et devient officiellement son agent. Ses parents n'ont pas beaucoup d'argent et cette signature elle lui permet de commencer à voyager et à aller faire des tournois partout à travers le monde. Mais surtout, Albert Molina va lui apporter un truc qui va changer toute sa carrière et sa vie. Juan Carlos Ferrero est l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Il a été numéro 1 mondial, il a gagné Roland Garros et en 2010, il vient d'ouvrir sa propre académie pour les jeunes. Et il est très proche d'Albert Molina. Molina vient le voir, il lui dit « Écoute Juan Carlos, il faut absolument que tu viennes voir ce gosse de 10 ans qui hurle là-bas en train de jouer. » Juan Carlos, par politesse, y va. Il y va et quand il arrive sur le court, il est choqué. Il va directement voir les parents de Carlos et il leur demande s'il peut venir s'entraîner dans son académie. Il a rien à payer, il n'y a pas besoin. S'il devient pro plus tard, on parlera de pourcentage. Ferrero est l'un des plus grands coachs du monde. Il travaille en ce moment avec Alexander Zverev, numéro 4 mondial, extrêmement prometteur. Mais là, il va faire un move extrêmement risqué. Il va arrêter de bosser avec Zverev, qui est pourtant en pleine ascension, et il va se dédier à 100% à Carlos Alcaraz, 15 ans, qui n'a pas encore joué un match en pro. C'est un pari de fou. Tu sais que t'en as pour des années, tu sais pas comment il va évoluer, s'il sera au niveau, et si même quand il deviendra pro, est-ce qu'il voudra que tu restes son coach ? Tu n'en sais rien. Mais vas-y, on y va, on verra bien ce qui se passe. Carlos Alcaraz vient donc s'entraîner à l'académie de Ferrero tout seul. Il doit gérer son alimentation, s'entraîner tous les jours, ses routines, ses cours et son sommeil. C'était dur. Vous savez comment ça aurait pu être beaucoup plus simple ? C'est s'il avait eu la chance d'avoir un matelas Emma. Une seule mauvaise nuit peut faire chuter nos capacités cognitives de plus de 40%. Et dormir moins de 8 heures par nuit augmente le risque de blessure de 70% chez les sportifs actifs. Donc vraiment, oui, je sais que c'est une sponsor, mais le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est un bon matelas. Emma travaille vraiment pour optimiser les conditions de sommeil de leurs clients. Ça leur a permis de sortir le matelas Hybrid 2, meilleur matelas d'après les comparateurs en France en 2025, et le Original 2, celui que j'ai personnellement, élu meilleur choix d'après l'UFC Que Choisir. On est en plein dans les soldes d'hiver, il y a jusqu'à 50% sur le site Emma, et avec le code LOVIG, vous avez 10% de réduction en plus sur tout ce qui est déjà en promo jusqu'au 3 février. Perso, j'ai pris le matelas Original 2 et les oreillers de nuage. Quelle folie, les oreillers de nuage. Et j'ai traqué sur une bague connectée mes données de sommeil avant et après. Il y a une différence réelle sur le nombre de réveils et sur la qualité de sommeil profond. Si vous prenez un matelas, vous avez 100 nuits d'essai, vous pouvez le renvoyer, vous faire rembourser s'il vous plaît pas. Livraison et retour gratuit, 10 ans de garantie, payable en 3 à 4 fois si vous voulez. Si vous n'avez pas prévu de changer de matelas, allez faire un petit tour sur les accessoires, oreillers, couettes, etc. Il y a des trucs très cool aussi, ça peut être pour des cadeaux. Tout est dans la description. Si vous faites du sport, faites attention à votre sommeil, c'est important. Merci à Emma, allez faire un petit tour. À 15 ans en 2018, Alcaraz affronte Martinez, un joueur classé 140e mondial, chez lui à Murcia.
C'est un futur, un tournoi qui normalement n'a zéro hype. Des fois, il n'y a littéralement personne dans le public. Écoutez l'ambiance. Premier match pro, 18 février 2018. Premier titre pro, 28 juillet 2018, 5 mois plus tard. 2 titres futurs en 15 jours. 46 victoires, 18 défaites sur l'année. Il a joué contre des adversaires qui avaient en moyenne 10 ans de plus que lui. Il termine l'année plus jeune joueur du top 310 mondial. Il est le premier joueur né en 2003 à avoir des points ATP. Il commence l'année 303e mondial et en avril 2019, il obtient une wildcard pour son tout premier tournoi Challenger. Là-bas, il va se retrouver contre un garçon italien de 2 ans son aîné qui est sur une exceptionnelle série de 16 victoires de suite. Ça va être très dur comme match. Il y a 10 spectateurs. S'ils savaient. À la base, c'était le ski son truc. En même temps, quand tu grandis dans un village de 3000 habitants dans les Alpes italiennes, t'as beaucoup plus de chances de naître sur une piste que sur un court de tennis. Et il se débrouille vraiment bien. Deuxième au championnat d'Italie à 8 ans, vice-champion d'Italie de slalom géant à 11 ans. Le tennis, ouais, c'est marrant, mais mes potes, ils sont au ski. Mais à 12 ans, il y a un déclic. Il est malade lors d'un tournoi de ski et il perd la finale. Il s'est aussi fait très peur et en vrai, on peut vraiment se faire mal en ski si on tombe. C'est peut-être trop dangereux de continuer. Le tennis c'est fun et t'as moins de chances de vraiment t'éclater. Bah allez, on va faire du tennis. Mais vu qu'on se met à fond dans tout ce qu'on fait, on va vraiment faire du tennis. Un été, Riccardo Piatti, ancien coach de Richard Gasquet, vient voir un tournoi régional à San Candido. Et là, il voit un gosse de 12 ans qui envoie des frappes laser sans aucun lift parce que c'est moins drôle, hyper régulier, qui même s'il perd 6-0, ne s'énerve pas, reste toujours calme et continue à jouer. Waouh, ok, c'est impressionnant quand même. Il va voir ses parents et il leur propose « Votre fils a du potentiel, il pourrait vraiment être très bon, mais pour ça, il faut qu'il vienne s'entraîner dans un camp spécial. » Yannick, 13 ans, déménage à 800 km de chez lui sans ses parents, sans ses amis, sans sa montagne, pour venir s'entraîner à Bordighera. C'est dur. C'est très dur là-bas. Ses parents savent à quel point c'est difficile et ils lui fixent une deadline. Si à 23-24 ans tu n'es pas dans le top 200, on arrête tout. Ok. Au boulot. À 16 ans, Yannick fait ses débuts en pro, en tournoi futur, et très vite il grimpe au classement jusqu'à la 400e place mondiale. Il est exceptionnel sur dur, il frappe fort, prend la balle très tôt et ne fait pas beaucoup d'erreurs. En 2019, il remporte son tout premier titre au Challenger de Bergame en Italie sans perdre un seul set. C'est le plus jeune Italien à gagner un Challenger dans l'histoire. Il monte à la 180e place mondiale et il explose. En mars 2017, il est sur une série de 16 victoires de suite. Il est absolument inarrêtable. Au mois d'avril, il arrive à Alicante, il est favori du tournoi et il tombe au premier tour contre un gosse du club de 15 ans qui a reçu une wildcard. Ça devrait le faire. Le match est de très haut niveau. Alcaraz est un spécialiste de la terre battue. Il met beaucoup de lift, fait remonter la balle très haut et monte à la volée où il est très très bon. Il est aussi excellent sur les amortis. Sinner frappe très fort, très tôt, et ses coups sont laser, sans lift, très droit et ça part forcément très fort. Sinner est de très loin notre favori, il a 2 ans de plus et il est en pleine forme. Au premier set, il se prend une claque. 6-2 pour Alcaraz. Et ça joue très très fort. L'Espagnol est sur une autre planète. Le deuxième set est plus serré. Sinner avance mieux dans la balle, Alcaraz fait plus de fautes.
6-3 pour l'Italien. Et dans le troisième set, Sinner repasse devant, il mène 3-0 et il a même une balle pour mener 4-1. Mais on l'a dit, Carlos est entraîné par Juan Carlos Ferrero. Et vous savez, c'est quoi là-bas le mantra quand tu es sous pression et que tu dois jouer des points importants? Sois le plus agressif possible. Sinner vient de prendre une leçon de sang-froid de la part d'un gars 2 ans plus jeune que lui. Ça fait très très mal. Quand on voit ce match, on se dit que ces deux-là peuvent vraiment faire un truc sympa dans le tennis. Mais il y a encore beaucoup de travail. 2019, Sinner commence à se faire un nom sur le circuit, sort sa première victoire en tournoi et passe dans le top 100. C'est l'explosion. Alcaraz a encore du mal à sortir de la terre battue, il est 491e mondial. 2020, Covid, Alcaraz sort sa toute première victoire ATP à Rio, il bat le 41e mondial dans un match exceptionnel de 3h37. Sinner atteint les quarts de finale de Roland-Garros, se fait sortir par le roi des lieux, mais il rentre dans le top 50 et monte de manière hyper linéaire. En 2021, il est déjà top 15 à 19 ans. Alcaraz commence 2021 à la 141e place. Et là, il y a une sorte de TGV qui vient de partir et personne n'est prêt. Février, deuxième tour de l'Open d'Australie, le plus jeune depuis Djokovic en 2005, mai, victoire en Challenger et passage dans le top 100, juillet, victoire de son premier tournoi ATP en battant Richard Gasquet 6-2, 6-2 en finale. Au mois d'août, il affronte Stefanos Tsitsipas, le numéro 3 mondial, en 8e de finale de l'US Open. Le monde découvre Carlos Alcaraz Garcia. Il sort le 3e mondial en 5-7 au tie-break dans un match exceptionnel. Il arrive le 3 novembre en ayant explosé tout type de record. Il est numéro 32 mondial. Et il va retrouver un gars qu'il a rencontré en Espagne il y a 3 ans, mais qui a bien évolué depuis. C'est leur premier match pro, Sinner est 10e mondial, Alcaraz 32e. On est sur dur. Sinner est censé être le favori, puisque comme quasiment tous les joueurs espagnols, Carlos est beaucoup plus à l'aise sur terre battue. It's brutal. How has he found that? Unbelievable work. It's Alcaraz that lands the final blow in a brutal encounter of some of the biggest hitting you can find out on tour. Alcaraz remporte le deuxième match entre les deux et on sent un joueur plus intuitif, plus explosif, avec un énorme mental dans les moments importants. Sinner est extrêmement régulier, très linéaire, trop linéaire peut-être. En 2021, Alcaraz est la pépite de l'année. Maintenant, des pépites, il y en a eu des dizaines. Est-ce que t'es vraiment spécial ? It is carnival time. Premier tournoi ATP 500, plus jeune de l'histoire. Premier Master 1000. Open de Barcelone. Oh, he's
Open de Madrid en battant Nadal. Puis Djokovic dans un tie-break des enfers. Puis Zverev. Quart de finale de Roland-Garros. Il est en feu. À Umag, en finale, il retrouve Sinner sur son terrain. Il prend le premier set, mais se mange une correction derrière. Première victoire de Sinner dans une confrontation entre les deux. C'est vraiment anecdotique. En 2022, Alcaraz est absolument injouable. Il va se venger contre Sinner en quart de finale de l'US Open et 2 matchs plus tard, il va chercher son tout premier Grand Chelem en gagnant l'US Open. Et il finit l'année numéro 1 mondial. Le plus jeune numéro 1 de l'histoire. Personne n'a jamais vu un tennisman exploser à ce point, à cet âge. Ça n'est jamais arrivé. Dites-vous que quand Alcaraz finit la saison, il a 19 ans et 7 mois. Ok, on va comparer avec le top 3, Djokovic, Federer, Nadal, au même âge. Au même âge, Federer était 29e mondial, aucun grand chelem. Djokovic, 17e mondial, aucun grand chelem. Nadal, 2e. Le seul joueur plus précoce, c'est Rafa. Et Rafa n'était pas premier mondial. Alcaraz est un talent générationnel. Et en 2022, dans un monde de transition du tennis, on se demande vraiment qui va pouvoir s'élever pour venir tenir tête à ce gars pendant les 10 prochaines années. Sinner est bon en 2022. C'est un bon joueur de tennis, un solide 7e, 8e mondial. Mais il a encore des choses à travailler. Il est très prévisible, parfois fragile. Son jeu est très linéaire, du fond de court, très peu de montée au filet, pas d'amorti, pas de slice, un service propre, ouais, mais pas trop de variations. Mentalement, il a aussi pas mal de marge, ouais, il reste calme, il s'énerve jamais, mais il se crispe beaucoup. Dès qu'il est mené, dès qu'il est dans un 5e set, il devient trop défensif. Sur terre battue, c'est très dur aussi, son jeu est trop plat et le lift le fait reculer. Donc contre lui, les joueurs s'adaptent et ça devient beaucoup plus dur. C'est un joueur qui est magnifique à regarder quand il dicte, mais un joueur très facile à battre dès qu'on sort de sa zone de confort. À la fin de la saison 2022, Yannick et son équipe vont se réunir ensemble et dresser une liste très claire avec un objectif. Comment ne plus jamais être le joueur prévisible de 2022 ? Ils vont tout travailler, tous les micro-détails pour tout améliorer. Le service, on lance la balle plus haut, plus de rotation au niveau du tronc, plus de slice extérieur, 45 minutes de volley par jour, du travail sur terre battue et des séances de psy avec un coach mental italien pour gérer la pression. La saison 2022 de Sinner est propre, il faut vraiment pas croire le contraire. Mais ils ont fait une intersaison de 10 semaines, comme si Yannick avait 0 titre et qu'il était classé 300e mondial. Et en 2023, ça va payer. Le service de Sinner est devenu incroyable, plus de 200 aces sur l'année, top 5 mondial. En retour de service, il prend la balle plus tôt, il absorbe beaucoup plus de puissance, il passe de 8e mondial à numéro 1 sur les breaks. Sa volée devient beaucoup plus solide, 68% des points au filet gagnés contre 52 en 2022. En tie-break, c'est un tueur. Il avait énormément de difficultés à pas se crisper au point important. En 2022, 48% de tie-break gagnés, en 2023, 71%. 2022, sur les matchs en 5-7, 0 victoire, 4 défaites. 2023, 4 victoires, 0 défaite. Sinner est le même joueur. Il est juste meilleur partout. Il arrive en demi-finale d'Indian Wells très dominant et il retrouve là-bas un numéro 1 mondial affamé en pleine explosion. Alcaraz domine encore Sinner, 7-6, 6-2. Il est trop fort pour l'Italien, c'est trop dur. Il n'arrive pas à trouver les failles, il n'arrive pas à le déborder. Et quand il le retrouve 2 semaines plus tard à Miami, il y a des doutes. Sinner entame
très fort ce match. Il mène 4-1 dans le premier set, mais Alcaraz remonte et gagne la première manche. Les fantômes reviennent. Sinner n'arrive pas à se débarrasser de ce gars. Le deuxième set est très serré, mais l'Italien réussit à trouver la faille à 4-4 pour aller à la manche décisive. Et au troisième set, c'est une démonstration. 6-2 pour Sinner, qui casse la mauvaise dynamique contre Alcaraz. Il va faire une bonne année en rebattant Alcaraz en demi-finale du tournoi de Pékin avec un violent 6-1 dans le deuxième set. Mais cette année, c'est celle du Carlos. Il bat Djokovic en finale de Wimbledon dans un match exceptionnel en 5-7 et il se fait sortir en demi-finale de Roland Garros par le Serbe dans un match qu'il dominait mais dans lequel il a eu des grosses crampes. Et en fin 2023, on sent qu'il y a une dynamique qui se dégage. Alcaraz est exceptionnel sur terre et maintenant sur gazon. Il est capable de coups d'éclat, de remonter des ténèbres et surtout, il s'élève dans les moments importants. Derrière, on sent qu'il y a quelque chose avec Sinner. Ouais, il n'a pas de grand chelem pour l'instant, c'est vrai, mais sa progression est folle. On a senti la différence entre 2022 et 2023 et que s'il continue, il peut devenir l'un des joueurs les plus solides du circuit. Djokovic derrière est encore au niveau pour les tenir, mais à part ça, de moins en moins de joueurs peuvent rivaliser avec ces deux-là. Et en 2024, en fait, il n'y a plus aucun débat. Ces deux-là vont régner. Ok, c'est simple. Sinner arrive en 2024. Tout le monde se demande qui va arrêter ce mec. 91,5% de jeu de service tenu, il est impossible à breaker. Plus de 200 aces. 42% de break. Un coup de retour exceptionnel, le meilleur du monde de très loin. 50% de montée en plus par match, imbattable en 5-7, des comebacks des enfers. C'est une machine à abattre. Au tennis, il y a 4 grands chelems par an. Les grands chelems sont les tournois les plus prestigieux de l'année. Tous les joueurs de tennis travaillent leur saison pour arriver le plus en forme possible à un grand chelem et espèrent un jour dans leur vie en gagner un. L'Open d'Australie en janvier sur surface dure, Roland Garros en juin sur terre battue, Wimbledon en juillet sur gazon, l'US Open en septembre sur dur. Pour la première fois, Jannik Sinner arrive en finale de l'Open d'Australie contre le Russe Medvedev. Mais les choses ne sont pas se passer comme prévu. Il se fait balayer dans les 2 premiers sets. 6-3, 6-3 en 1h25. Pour gagner un match en Grand Chelem, il faut gagner 3 manches. Sinner est mené 2 manches à rien dans sa toute première finale de Grand Chelem, sûrement le match le plus stressant de sa vie. Il aura d'autres chances. C'est un grand joueur, mais là, ça sera trop dur. Jannik Sinner remporte l'Open d'Australie, son premier grand chelem, en étant mené 2-7-0. C'est exceptionnel. Sinner est sur un nuage. Après l'Open d'Australie, il est juste injouable. Il est sur 16 victoires de suite quand il retrouve sa kryptonite à Indian Wells. Tiens, 16 victoires de suite. Mais non, la malédiction n'aura pas lieu. Même là, il est trop fort. Il roule sur Alcaraz dans le premier set, 6-1, mais c'est quand Alcaraz est le plus en difficulté qu'il est le meilleur. L'Espagnol remporte le deuxième set et dans une bataille de 2h30 sort un comeback phénoménal pour aller en finale et remporter le tournoi. Et
Et à Roland-Garros en juin, rebelote. Demi-finale Alcaraz-Sinner. Sinner est partout dans le premier set, 6 de rouleau compresseur. Réponse de Alcaraz qui prend le deuxième set, 6-3. Mais c'est plus le même Sinner mentalement. Il va prendre le troisième set et mener 2 manches à 1. Mais Alcaraz vient exploiter l'une des seules opportunités sur le service de Sinner. On ira donc au 5e set. Alcaraz a fait 12 matchs en 5 sets. Il en a gagné 11. Sinner a fait 10 matchs, il en a gagné 9. Il y en a forcément un qui va craquer. Alcaraz est très très fort dans cette 5e manche. Il va même aller chercher une balle de match à 5-3. Mais Sinner tient et il ne tremble pas. Une balle de match sauvée. Mais la deuxième aura raison de l'Italien. Alcaraz reste le maître sur terre battue dans un match de très très haut niveau. Il va s'imposer en finale contre Zverev pour aller gagner le tournoi. Un mois plus tard, il fera le doublé à Wimbledon en le remportant pour la 2e fois de suite. Il est tout en haut du tennis mondial. Mais quand t'es tout en haut, il n'y a qu'un endroit où tu peux regarder. Aux Jeux Olympiques, Carlos Alcaraz s'incline en finale contre Djokovic et prend la médaille d'argent. Il va le vivre très très mal. À Cincinnati, quelques mois après les JO, il perd au premier tour contre Gaël Monfils et pour la première fois, lui qui est d'habitude si solaire, si heureux sur le court, casse sa raquette. C'est trop de pression à encaisser, trop de matchs, trop d'émotions. Carlos va se faire éliminer 10 jours plus tard au 2e tour de l'US Open contre le 74e mondial. Son pire résultat en Grand Chelem depuis 3 ans. Tout le monde le compare au Big Three. Tout le monde voit la moindre défaite comme le début de sa redescente. Il a plus du tout envie de jouer au tennis. Et il veut plus toucher une raquette. Donc il va prendre 2 mois pour se recentrer. Reprendre du plaisir. Pendant ce temps, il y en a un qui prend du plaisir à jouer au tennis. He loses that point. Goes again. Sinner arrive en finale de l'US Open en ayant perdu un petit set. Il affronte Taylor Fritz, numéro 12 mondial, et n'en fait qu'une bouchée. Plus jeune joueur de l'histoire à avoir gagné ses 2 premiers grands chelems la même année. Domination totale sur surface dure. Et surtout, sur les 4 grands chelems de l'année, 2 ont été pris par Sinner et 2 par Alcaraz. À chaque fois que ces mecs se jouent, c'est un match légendaire. Donc la finale du tournoi de Pékin en fin 2024, elle a un goût spécial. On a les 2 meilleurs joueurs de tennis au monde. D'un côté Sinner, exceptionnel, vainqueur de l'US Open et monstrueux sur dur, contre Alcaraz qui sort d'une période difficile après son début de saison de feu. On a presque peur de voir Sinner corriger complètement Alcaraz dans ce match. Pourtant, on arrive au tie-break, 6-6. C'est le premier des 2 qui arrive à 7 points qui gagne. Mais il y a 6-6, donc 2 points d'écart. Yannick Sinner arrache le premier set, mais Alcaraz réussit à puiser dans ses ressources pour à son tour prendre un set. C'est pas un grand chelem, donc le 3e set est décisif. Très tôt, Alcaraz break Sinner, prend son service pour mener. Il peut dérouler et il gagnera ce match. Mais le niveau proposé par les 2 joueurs est absolument monstrueux ce soir. Sinner débreak Alcaraz 4-4. 5-5.
6-6. On ira donc au tie-break final. Sinner mène 3-1 dans le tie-break. Alcaraz ne doit plus faire d'erreur. Et il va plus en faire une seule. They are everywhere. C'est terminé. C'est l'une des premières fois qu'on voit Juan Carlos Ferrero pleurer. C'était tellement dur pour Alcaraz qu'il voulait plus toucher une raquette il y a 2 mois et il revient et il arrache cette victoire contre son plus grand rival. Ok, on a fini 2024. On prend une seconde pour faire le point parce qu'il faut absolument que vous compreniez à quel point dans le monde du tennis actuellement il y a ces deux-là et c'est tout. Sinner et Alcaraz, en 2024, ont participé à 18 tournois. 17 d'entre eux ont été remportés par l'un des deux. Sinner finit avec un historique 73 victoires pour 6 défaites. Cette année-là, tu sentais que même s'il jouait contre des mecs du top 10, il les dominait comme si c'était des gars beaucoup moins bien classés. Ils ont écrasé l'année 2024 et 2025, c'est juste abusé. Comment je peux vous expliquer 2025 ? Ok, Sinner roule sur l'Open d'Australie, fait le doublé. Il est ensuite suspendu 3 mois pour soupçon de dopage, puis revient pour Roland Garros. À Roland Garros, les deux sont archi favoris et c'est écrit qu'ils vont se retrouver en finale. Sinner nettoie tout le top 10 en ne lâchant pas un set. Le parcours d'Alcaraz est plus compliqué, il lâche parfois quelques sets, mais il arrive quand même à s'en sortir. Mais ils se retrouvent enfin. Leur première confrontation en finale de Grand Chelem. Messieurs, il va falloir nous offrir un match. Ça tombe bien, c'était prévu. Je peux malheureusement pas trop vous mettre d'extrait à cause des copyrights, mais pitié, allez voir le résumé de cette finale. Je n'ai jamais vu un match d'un tel niveau. Chaque point est contesté, il n'y a aucun cadeau. Et il lui a fait visiter tout Paris sur l'échange. Sinner prend le premier set, 6-4. Il mène 5-3 et sert pour la deuxième manche, mais Alcaraz sort un jeu d'acier et débreak l'Italien au moment parfait. Il a fait l'effort, il a pris des risques. « 5-5, 6-6. » Oh là là, ce dernier coup droit là. Et finalement, c'est Sinner qui prend le deuxième set et qui mène 2 manches à 0. Sinner ne s'est jamais fait remonter en menant 2 manches à 0 une seule fois dans sa carrière. Il est trop solide, il est trop fort aujourd'hui. Mais Alcaraz s'accroche. Sinner prend le service d'Alcaraz. Il mène 5-3. C'est à l'Espagnol de servir. Et c'est bien fait, il l'avait bien caché. Mais Sinner fait tout bien. Ah, et là, le revers, pleine ligne. Il mène 0-40 et se procure 3 balles de championnat. Trois balles, 3 opportunités pour remporter son tout premier Roland Garros. Alcaraz vient de sauver 3 balles de match. Il est allé gagner le jeu, ouais, sauf que derrière, Sinner a encore un jeu de service à faire qui peut lui donner la victoire. Il a gagné 92% de ses jeux de service cette année. Il faut juste dérouler et ça sera fini. Ouais, mais on en a parlé. Il a dit quoi le coach quand on est dos au mur ? On joue encore plus agressif. Alcaraz revient à 5-5. C'est exceptionnel, mais rien n'est fini. On arrive à 6-6 au tie-break. Mais ce match est trop légendaire pour pas aller au 5e. Comment, à ce moment-là, Sinner fait pour ne pas craquer après s'être fait remonter 3 balles de match puis un jeu de service ? Je sais pas. Mais là où sincèrement 99% des joueurs se seraient effondrés, il s'accroche. Dans le 5e set, même si Alcaraz est boosté à bloc et qu'il a toute la foule avec lui, on arrive à 5-5.
Ça fait 5 heures que les mecs jouent. 5 heures. Oh 6-5 pour Sinner. « 6-6. L'une des plus grandes finales de l'histoire se jouera au super tie-break du 5e set. Le premier à 10 points. Surely one of the greatest matches ever played on On vient d'assister, je le dis, à l'un des 3 plus gros matchs de tennis de tous les temps. C'est terrible pour Sinner. Alcaraz gagne le 2e Grand Chelem de l'année. Un mois plus tard, c'est Wimbledon. Mettez-vous à la place de Sinner. Tu sais que si tu arrives en finale, tu retrouves le gars qui t'a traumatisé il y a 1 mois. La finale, il a failli ne pas l'avoir dès les 8e. Il retrouve un Grigor Dimitrov en feu qui le malmène et mène de 7-0. Mais dans le 3e set, Dimitrov se déchire le pec en claquant un ace et il ne peut plus continuer. Sinner est miraculé et arrive en finale. Bien sûr, contre le même gars. C'est la finale du tableau messieurs du tournoi de Wimbledon 2025. Dans le 4e set, Sinner mène 2-1, 5-4 et il a 3 balles de match. Ça vous rappelle rien? Et un service gagnant pour la victoire de Yannick Sinner, au titre du Grand Chelem. Le numéro 1 mondial est aussi le patron de ce Center Court de Wimbledon. La force mentale de Sinner est exceptionnelle. Revenir 1 mois plus tard après la pire défaite de sa carrière contre le même adversaire qui a gagné 2 fois de suite Wimbledon et gagné son tout premier, c'est inhumain. Plus personne ne peut rivaliser avec ces deux-là. Djokovic est l'exemple parfait. Oui, Djokovic est sur la pente descendante, mais ça reste le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Et donc il est encore capable de battre 99% de circuit. Le schéma classique, c'est Djokovic arrive en demi-finale et il se fait 3-0, soit par Sinner, soit par Alcaraz. Le 7 septembre, c'est la finale du dernier Grand Chelem de la saison. Et pour la première fois de l'histoire, les mêmes joueurs sont en finale de Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Sur dur, Sinner est normalement au-dessus. Mais Alcaraz s'est drastiquement amélioré cette année sur cette surface. Et aujourd'hui, c'est lui qui règne. On sent Sinner un peu diminué à cause de douleurs aux abdos de sa demi-finale et l'Espagnol vient chercher son 2e US Open en 4 sets et moins de 3 heures de match.
les 8 derniers grands chelems ont été remportés soit par Alcaraz, soit par Sinner. La saison 2025 est terminée. Alcaraz finit numéro 1 mondial avec 12 050 points. Sinner est deuxième avec 11 500. Le troisième mondial, Zverev, a moins de la moitié des points de Sinner. Et le troisième mondial est plus proche du dernier joueur mondial que du numéro 2. Ils se sont affrontés 16 fois. 10 victoires pour Alcaraz, 6 pour Sinner. Dans une ère où on pensait que le tennis allait souffrir, quand les plus grands sont partis, personne ne pensait qu'on aurait aussi rapidement une rivalité déjà si légendaire. Il n'y a pas besoin de les comparer. On regrette Federer, on regrette Nadal, on va regretter Djokovic. Mais on est dans une époque où on a potentiellement la plus grande rivalité des 10 prochaines années. Et deux joueurs qui nous proposent l'un des plus beaux tennis de l'histoire. Apprécions-le.